Laetitia Delemare, je suis la directrice culturelle ici à l'Alliance française de Toronto. Et nous sommes vraiment heureux de vous retrouver pour une conférence avec l'auteur et illustrateur Florent Manelli, qui nous a fait l'honneur de nous présenter son livre 40 LGBT+, qui ont changé le monde. Cet échange sera modéré par Arnaud Baudry, le directeur général de Franco Queer, avec qui nous sommes très heureux de collaborer. Donc, avant de commencer, je tenais aussi à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés, ici à l'Alliance française de Toronto, font partie des terres ancestrales des Premières Nations. Cette région fait partie du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee, des Mississauga de la rivière Crédit et de la nation Métis. Alors, l'Alliance française de Toronto est très fière de pouvoir continuer à vous proposer du contenu en ligne pendant cette période et de mettre en avant le mois des fiertés. Et en plus, on est très heureux de terminer notre saison de conférences avec cette conférence, puisque ce sera la dernière. Donc aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour en apprendre plus sur des personnalités qui ont fait avancer la cause LGBTQ2S et ont contribué à changer le monde. Alors, je vais présenter brièvement Florent. Donc, Florent, vous avez commencé à vous intéresser aux arts visuels en découvrant Andy Warhol à l'âge de 14 ans. Le portrait a une place très importante dans votre travail et c'est pour ça que vous allez nous parler principalement de votre livre aujourd'hui qui est sorti aux éditions Lapin. Et puis, merci beaucoup aussi à Arnaud Baudry d'avoir accepté notre invitation pour faire la modération de cette belle conférence. Donc, je veux aussi vous rappeler que la conférence est enregistrée. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Vous pourrez la revisionner, la partager. Et voilà. Et donc, maintenant, je vais donc céder la parole à Arnaud Baudry et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci Laetitia, bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom est Arnaud Baudry, je suis directeur général de Franco Queer. Je voudrais d'abord prendre un moment pour reconnaître l'histoire du génocide culturel contre les peuples autochtones, l'héritage colonial du Canada et le besoin toujours actuel de changer la mentalité colonialiste et raciste de notre société. La violence du colonialisme se poursuit, de même que les mouvements pour résister à cette violence. Et nous avons tous la responsabilité de nous engager de manière significative dans ce travail. Je voudrais aussi mentionner que les concepts de race, de genre, de sexualité sont largement basés sur des systèmes de pensée occidentaux et coloniaux et ne représentent pas forcément la multitude de conceptions de l'identité qui existent en dehors de ce point de vue. L'éducation fait partie de ce travail et nous apprécions donc l'opportunité offerte par cette discussion. Juste un mot sur Franco Queer avant de poursuivre. On est la première organisation LGBTQIA+, à Toronto et en Ontario. Nous offrons un programme d'aide à l'établissement et à l'intégration pour les personnes nouvellement arrivées, les personnes LGBTQ francophones nouvellement arrivées en Ontario. Et puis, nous organisons des événements de connexion communautaire et des festivités durant le mois de la fierté à Toronto, ainsi que des événements de sensibilisation auprès de la communauté et dans les écoles. Alors, bonjour Florent. Ma première question, ça va être par rapport à ce que tu dis au début du premier tome. Au début de ton livre, tu dis que tu as fait ce livre pour l'adolescence sans repère que tu as été. Alors, comment avoir ce livre entre tes mains à ton adolescence aurait changé la manière dont tu t'es construit? Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je fais juste une petite intro, mais juste merci à l'Alliance française de Toronto, puis à Franco Queer pour cette belle invitation. Je suis ravi de pouvoir parler de ces sujets si importants aujourd'hui avec vous. Pour répondre, Arnaud, à votre question, comment est-ce que le livre que j'ai fait aurait pu changer la perception de ma sexualité quand j'étais adolescent? Elle aurait pu changer ma perception de ma sexualité parce que je me serais senti moins seul. J'aurais eu en main un livre qui m'aurait montré des vies possibles, des existences, des vécus, parfois pas toujours positifs, mais réels, de ce qu'est être une personne queer et de ce qu'a été être une personne queer. Et puis, je pense qu'à cet âge-là, j'aurais été, et c'est toujours le cas aujourd'hui de toute façon, mais j'aurais été aussi très admiratif de ces combats-là
et je me serais aussi senti en quelque sorte héritier de ces luttes et chanceux de pouvoir vivre ma sexualité en France, dans un pays dans lequel l'homosexualité n'est plus criminalisée depuis le début des années 80. Je vois que tu utilises le mot queer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce que tu t'identifies et comment ce terme te parle? Euh, je m'identifie soit comme gay, PD, queer, ça dépend, enfin, voilà, c'est cet éventail-là. Alors, le terme queer, c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas la définition, c'est un mot qui veut dire étrange, bizarre en anglais, qui était une insulte, qui a été réappropriée par la communauté gay et LGBTQ+, pour en fait, c'est un principe de réappropriation d'un stigmate. En fait, c'est comme l'insulte PD par exemple en français, on insulte un homme gay de PD, on veut le rabaisser, on veut lui faire du mal en l'insultant avec ce mot-là. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser ce mot, on va en faire un insigne de fierté, d'existence, on va en faire un insigne presque politique, et on va le réutiliser, nous, parce que si ça sort de la bouche d'une autre personne qui n'est pas PD ou qui n'est pas queer, ça sera toujours une insulte. Mais pour nous, dans notre bouche, c'est un signe d'affirmation, c'est un signe de politisation aussi, et puis c'est un signe d'existence et de fierté de qui l'on est. Euh, donc, par rapport au processus de construction du livre, est-ce que tu peux nous parler du processus que tu as suivi par rapport à la recherche documentaire et puis la sélection des personnalités qui sont représentées dans le livre? Alors, il y a deux livres qui s'appellent tous les deux 40 LGBT+ qui ont changé le monde. Il y en a un premier qui est sorti en juin 2019 et le deuxième en octobre 2020. Donc, au total, ce sont 80 portraits de militants, militantes LGBTQI+, français, étrangers, vivants, décédés. Et donc, dans le processus et dans le choix aussi des personnes que je voulais dessiner, illustrer, dont je voulais raconter les vies, j'avais envie, je souhaitais en tout cas profondément qu'il y ait une diversité d'époques, d'une part, une diversité géographique, une diversité dans les identités de genre, dans les sexualités. Je voulais des personnes non blanches, je voulais des personnes que ce livre aussi contienne des personnes qui ont milité avec différents outils, l'art, le sport, le militantisme, la politique, avec des outils extrêmement différents. Euh, et, euh, et puis, comme je le disais, Arnaud, une diversité géographique qui m'a permis aussi, à travers ce livre, de faire des focus sur certains pays et comprendre comment se passe l'état des droits LGBTQI+, dans certains pays, et montrer aussi qu'il existe des vies queer en Asie du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Océanie, et que il n'y a pas qu'une vision occidentale, en tout cas, de ces questions-là. Mhm. Euh, Par rapport à la vision occidentale, justement, le titre du livre, des livres 40 LGBT+, qui ont changé le monde, donc ça parle de changer de monde. Il me semble que les changements ont beaucoup eu lieu dans le monde occidental. Il y a toujours 69 pays dans le monde qui criminalisent encore les relations entre personnes de même sexe. Et puis même dans les pays où les relations entre personnes de même sexe sont légales, il existe encore un rejet important de la part d'une partie de la société, comme on a pu le voir en France, par exemple, durant les débats lors du mariage pour tous. Et puis même plus récemment, à Toronto, même avec l'attaque qui a eu lieu contre une personne gay. Quelle est ta vision par rapport à l'avancée des droits de la communauté LGBT+ dans le monde occidental? Et puis, que reste-t-il à accomplir selon toi? Alors, bon, quand on parle du monde occidental, on va principalement parler d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, en tout cas Canada et États-Unis. Donc, euh, quand on parle des droits dans les pays occidentaux, il y a aussi des disparités en fonction des pays. Voilà. Alors, il y a beaucoup de droits encore à acquérir. Pour le cas de la France, qui est peut-être le pays que je connais le mieux, il y a, d'un point de vue législatif en tout cas, beaucoup de choses qui ne sont toujours pas légales, comme la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, la gestation pour autrui, l'interdiction des thérapies de conversion, l'arrêt des mutilations pour les enfants intersexes, euh, la dépsychiatrisation et médicalisation des parcours de transidentité. Euh, Puis après, on peut aller plus loin aussi sur la pénalisation du travail du sexe. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui concernent les personnes LGBTQI+ en France, sur lesquels il y a encore des choses à accomplir. Et puis, dans tous les cas,
on voit aussi que quand bien même, d'un point de vue législatif, des combats sont gagnés, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire évoluer. On souffre toujours d'homophobie, de lesbophobie, de biphobie, de transphobie, de queerphobie en France, quand bien même on peut se marier et adopter, en tout cas d'un point de vue légal, parce que dans la réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Il existe toujours quelque chose d'assez systémique qui exclut les personnes LGBTQI+. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Et puis, une chose qui est importante, c'est pas parce que la loi est de notre côté aujourd'hui qu'elle le sera forcément demain. Donc, je crois qu'il faut rester toujours vigilant sur les droits acquis, parce qu'on l'a vu aux États-Unis, par exemple, sous l'ère de Trump, des droits ont été repris aux personnes trans, notamment. Voilà, nos vécus et nos vies sont toujours sujets à débat, sont toujours sujets à question. Et en France, par exemple, c'est pas rare de voir des politiques conservateurs expliquer que s'ils sont élus, ils interdiront ou ils démarieront les couples de même sexe, par exemple. Donc, c'est génial et fabuleux de pouvoir se réjouir de certaines victoires, mais néanmoins, il faut toujours rester vigilant parce que nos identités et nos vies sont quand même toujours sujets à débat, toujours sujets à question et toujours euh, questionnés, en fait. Mhm. Et puis, on voit que c'est un travail qui a pris énormément de temps. Dans le livre, on voit l'exemple du sexologue allemand Magnus Hirschfeld, qui a créé en 1897 le tout premier mouvement en faveur des droits homosexuels au monde, ce qu'il appelait le Comité scientifique humanitaire. Alors, c'est vrai que c'est un mouvement qui a pris des décennies à obtenir des droits, et puis aussi les risques de perdre ces droits n'ont pas forcément disparu. Est-ce que dans les livres, tu peux nous parler un petit peu de ces profils que tu as couverts à travers les générations? Euh, oui, alors effectivement, tu parlais de Magnus Hirschfeld, donc, ce qui est en fait le plus vieux dessin, enfin, la personnalité la plus ancienne, entre guillemets, que j'ai illustré, que j'ai dessiné. C'est une vie sa vie à lui est pas très connue. Pourtant, elle est hyper intéressante parce que, tu le disais, il a créé un institut de sexologie à la fin du 19e siècle, enfin, au début du 20e siècle. Il a milité pour les droits homosexuels à la fin du 19e siècle, à une époque où vraiment il risquait très gros. Et puis, c'est un médecin qui a fait la première opération de chirurgie de réassignation sexuelle auprès d'une femme transgenre. Il questionnait vraiment la sexologie et le genre avec une pensée extrêmement moderne pour l'époque. Bon, évidemment, c'est quelqu'un qui a été chassé par les nazis, l'Institut de sexologie et tout son travail a été brûlé. Donc, c'est mes livres posent la question de la mémoire LGBTQI+, et de l'histoire LGBTQI+, mais on se rend compte à travers ce portrait dont tu parlais que finalement nos existences dérangeaient à l'époque, dérangent d'une certaine façon toujours aujourd'hui, et que pour effacer nos existences, on brûlait tous ces écrits, tous ces savoirs et toute cette mémoire. Alors j'ai un peu perdu le fil de ta question, Arnaud, je suis vraiment désolé. Pas de souci. Ma Excuse-moi. question, c'était par rapport au profil et puis voir un peu dans l'histoire des personnalités qui ont été investies, de voir un peu le lien aussi intergénérationnel. Hmm. Oui, oui, ça c'est quelque chose qui finalement est un peu une démotivation pour écrire ce livre aussi et l'illustrer, c'est que je voulais comprendre un peu l'histoire de ma communauté d'une certaine façon, ou une partie de cette histoire. Je voulais comprendre tout le chemin qui avait été tracé pour en arriver là aujourd'hui, comprendre comment des luttes qui s'inscrivent dans un cadre historique, politique, social, culturel, très temporel, euh, ont eu un impact sur ma vie aujourd'hui et la vie de milliers, de millions de personnes queer. Et donc, il y a forcément un lien entre Magnus Hirschfeld, Marsha P. Johnson, euh, la militante camerounaise Alice Nkom et Giovanna Rincon, qui est une militante trans en France. Il y a un lien, il y a une histoire qui est commune avec des spécificités, des particularités très précises. Il ne faut pas l'oublier. Mais on a quand même un devoir de mémoire là-dessus qui est extrêmement important parce que le chemin sur lequel on peut marcher aujourd'hui, c'est parce qu'il a été tracé par d'autres. Et ça a été des pionniers, on va dire, des défricheurs, des défricheuses. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça, mais des personnes qui, à un moment donné, ont dit non, qui ont dit on va arrêter, on ne peut plus, je ne peux plus.
et soit on vous propose de faire différemment, soit on va prendre nos droits et ça va se passer comme on décide. Ce devoir de mémoire dont tu parles, justement, il s'appuie sur un travail de recherche documentaire et sur des archives. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus par rapport à l'accès aux archives, l'existence ou non des archives et puis le défi qui s'est présenté pour faire le livre? Bon, on n'a que 40 minutes, mais je pourrais en parler de ça pendant 2 heures et demie réellement. Mais alors, en France, aujourd'hui, il n'existe pas de centre d'archives LGBTQI+, qui permettent de récolter la mémoire des personnes LGBTQI, de diffuser cette mémoire, de la faire vivre, de la collecter, de la transmettre et de communiquer dessus. Ce type d'endroit, ce type de lieu mémoriel, ce lieu d'archives existe à San Francisco, à Berlin, dans d'autres villes dans le monde, mais en France, à Paris en tout cas, ça fait presque plus de 20 ans, presque 30 ans qu'on en parle et que ça n'a toujours pas vu le jour. Pourquoi un centre d'archives LGBTQI, c'est un lieu important? C'est un lieu important parce qu'il permet, comme je le disais, de collecter des vies, collecter des histoires de vie, collecter des informations sur des communautés dont on ne trouve trace nulle part ailleurs. Qui plus est, parce que bon, voilà, historiquement aussi, la communauté gay notamment, lorsque beaucoup de gays mouraient du sida, les parents brûlaient leurs affaires, jetaient tout ce qu'il y avait. On est une communauté qui a aussi été longtemps persécutée, dont on a aussi effacé longtemps les écrits, tout ce qui a fait nos existences. Et donc, ce lieu est important parce qu'il permet vraiment de collecter cette mémoire, de la rendre visible, de la rendre accessible et d'apporter des connaissances aussi aux personnes concernées, mais pas que concernées, et de pouvoir comprendre que de remettre en fait une forme de subjectivité queer dans des moments historiques, de rendre visibles des vécus qui jusque-là étaient complètement invisibles, et de faire comprendre à tout le monde qu'on a toujours existé, qu'on a toujours été là, qu'on sera toujours là, et que c'est pas en nous effaçant qu'on disparaîtra. Et ces lieux mémoriels sont très précieux et pour répondre à ta question, Arnaud, moi j'en ai cruellement manqué en écrivant ce livre parce que oui, pour certaines grandes figures, on trouve des ressources sur Internet, on trouve des choses, mais pour beaucoup qui sont inconnus du grand public, j'ai passé énormément de temps à aller questionner des gens qui avaient écrit des livres complètement obscurs, qui ne sont plus vendus sur ces personnes-là, à essayer de trouver des articles au fin fond d'Internet, dans des vieilles archives mal documentées, mal conservées, qui en fait m'ont rendu extrêmement triste parce que je me suis dit, en fait, ces gens-là ont des vies incroyables, ils ont tout fait pour la communauté, c'est comme ça que leur histoire termine. Ça m'a mis dans une rage folle, et donc ça m'a encore plus motivé à faire ce livre-là et à raconter ces vies. Et puis, j'avais eu le sentiment aussi qu'on m'avait confisqué cette histoire et cette connaissance-là, presque de façon volontaire, comme si le fait que je sache ça, c'était presque un trop gros pouvoir, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps pour les personnes qui étaient inconnues, et puis aussi pour les personnes qui vivent, qui militent dans des pays dans lesquels les questions, l'homosexualité ou la transidentité sont pénalisables, parfois jusqu'à la peine de mort. Donc, avec des personnes que j'ai contactées par mail, qui ont mis parfois du temps à me répondre par méfiance, par crainte, mais qui m'ont transmis aussi des informations précieuses, parce que parfois, des informations étouffées par la censure du pays en question, voilà, une impossibilité de parler de ces sujets-là ouvertement à l'étranger. Bon, voilà. Donc, c'est un long travail. C'est le premier travail que j'ai fait pour chacun de mes 2 livres parce que j'avais besoin de me plonger dans ces vies-là pour pouvoir imaginer ensuite ce que je pourrais illustrer, ce que je pourrais dire et raconter de ces vies. Et justement, par rapport aux personnalités que tu présentes dans le livre, ça couvre, comme tu disais, un peu toutes les régions géographiques du monde. Alors, on voit des personnalités de Singapour, du Cameroun, du Liban, Sri Lanka, la Turquie, l'Inde, pour juste en citer quelques-uns. Donc, tu as parlé un petit peu du processus. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de tes recherches par rapport à la situation des personnes LGBTQ+, dans le monde de manière générale? J'ai surtout vraiment réalisé l'impact qu'a eu la colonisation des pays occidentaux sur beaucoup de pays. Je m'explique, il y a beaucoup de pays dans le monde, on peut citer le Cameroun, le Sri Lanka, Singapour,
la Tunisie, qui appliquent toujours aujourd'hui des vestiges de lois issus des pays anciennement colonisateurs. Ça dit plusieurs choses. La première, ça dit que c'est trop facile pour les queers occidentaux d'avoir une vision très impérialiste de l'état des droits queer dans le reste du monde, parce qu'on a notre part de responsabilité. Ça dit aussi que finalement, il y a beaucoup de pays qui exprimaient des formes de vie homosexuelles, transgenres, définies par leurs propres codes culturels, sociaux, politiques, etc., qui ont été complètement effacés. Et donc, on a importé d'une certaine façon de l'homophobie, de la transphobie, dans des pays qui jusque-là ne questionnaient pas nécessairement ces identités. Et puis, ça dit aussi clairement à quel point la colonisation a fait des dégâts bien plus larges que ce dont on peut discuter aujourd'hui. Et donc, c'est une forme de pillage culturel, identitaire, on va dire, et donc une colonisation aussi des sexualités, des identités de genre dans ces pays-là. Et donc, c'est terrible. Donc, j'ai vraiment réalisé ça parce que c'est revenu vraiment plusieurs fois, comme je te le disais, dans pas mal de portraits. Et au bout d'un moment, c'est effrayant, c'est triste, c'est révoltant et c'est, comment dire, ça nécessite qu'on se pose, nous, en tant que personnes queer blanches, vivant dans des pays occidentalisés, la question de cette colonisation sur nos sujets, et de façon plus large aussi évidemment, mais de la questionner sur les questions LGBTQI+. C'est vraiment un travail nécessaire. Et puis ça, c'est venu aussi avec une approche conservatrice de certains mouvements religieux. Alors, à l'inverse, il y a aussi une vision progressiste et libérale de la religion qui est portée par certains leaders religieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as trouvé sur justement cette autre face de la religion et comment il existe aussi certains mouvements progressifs et qui soutiennent la diversité sexuelle et de genre? Alors, effectivement, la question de la religion, c'était une question, comment dire, pas touchy nécessairement, mais une question que je voulais traiter dans ce livre. D'une part, pour montrer qu'on pouvait croire en une religion, avoir une spiritualité, et en même temps être une personne lesbienne, gay, bi, trans, intersexe ou autre. Et en même temps, montrer que il y avait des mouvements conservateurs religieux qui accentuaient, accéléraient des comportements homophobes, LGBTQI-phobes dans certains pays. Alors, il y a, par exemple, dans le premier livre, il y a le portrait de Blair Imani, qui est une femme queer musulmane, qui a fait son coming out sur Twitter et qui s'est fait insulter de toutes parts, juste parce qu'elle disait qu'elle existait, voilà, qu'elle était musulmane et queer. Il y a le portrait aussi de Ludovic Mohamed, qui était le premier imam ouvertement gay en France, qui vit à Marseille et qui a ouvert plusieurs mosquées inclusives. Il y a aussi le portrait il y a plusieurs associations en France, comme David et Jonathan, qui est une association chrétienne et LGBTQI+. Et il y a aussi des portraits comme celui de Jolene Mataele, qui est une femme trans qui vit dans les îles Tonga, qui m'a expliqué que l'arrivée de mouvements évangélistes venus des États-Unis, extrêmement pratiquants et très conservateurs, les questions de transidentité et d'homosexualité sur son île, son archipel, devenaient extrêmement complexes et qu'elle sentait bien qu'il y avait une tension grandissante. Donc, le but de ce livre, c'est pas de dire que les choses sont noires ou blanches et de voir les choses de façon très manichéenne. Au contraire, c'est de mettre un peu plus de gris dans tout ça et de comprendre que la religion, par exemple, parce que c'était ta question, peut être vécue de façon sereine par des personnes queer et en même temps peut être un outil de déstabilisation des communautés queer. Par rapport à ton livre, donc on a parlé un petit peu de de l'impact que tu espères avoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce que tu aimerais obtenir comme impact dans la communauté? Tu mentionnais tout à l'heure que l'activisme peut prendre plusieurs formes, que ça peut être culturel, légal,
visuelle. Donc là, c'est plutôt l'approche créative que tu as prise. Quel impact espères-tu avoir avec ce livre? Alors, avec ces deux livres qui sont aussi déclinés sous forme d'exposition et puis de conférences, etc., d'échanges qui peuvent être organisés, il y a une vraie dimension. Alors, la première, c'est de sensibiliser les gens qui connaissent le sujet, mais aussi qui ne connaissent pas le sujet à travers le prisme du portrait, à travers le dessin. Je dis toujours que ces livres-là permettent de rentrer par la porte du cœur pour accéder à celle de l'esprit. C'est-à-dire qu'avec le dessin, avec le sensible, avec l'illustration et le visuel, on peut entrer par des portes différentes que celles de l'intellect, du débat et des choses qui peuvent, parfois à tort d'ailleurs, crisper. Et donc, cette approche illustrée me permet vraiment en douceur, de parler de ces thématiques-là. Et j'ai eu beaucoup de gens en dédicace qui m'ont dit que naturellement, ils ne seraient pas forcément allés vers ce type de livre ou de sujet, mais que bon, ben, ils avaient été attirés par la couverture, par le dessin, voilà, et que ils s'étaient plongés dedans. Le deuxième objectif de ces livres, c'est une vraie dimension pédagogique, parler aux plus jeunes, rendre ce sujet-là accessible auprès des plus jeunes et avoir vraiment, ça revient un petit peu à la question que tu me posais au début, c'est-à-dire sentir que les jeunes se sentent moins seuls, que ces expériences et ces vies-là soient visibles, soient racontées, qu'elles continuent de vivre en fait, et que des jeunes qui se posent des questions sur leur identité de genre, sur leur sexualité, puissent se dire bon, ben, je ne suis pas tout seul. Il y a au moins 80 personnes qui ont expérimenté de près ou de loin mon vécu. Et ça, c'est extrêmement puissant. La force de la communauté, elle est là aussi. Et la force du collectif, elle est précisément là-dedans. Quelle connexion est-ce que tu pourrais faire entre le contenu des livres et puis la communauté LGBTQ+, locale ici, qu'on considère, disons, l'Ontario ou plus généralement le Canada ou plus largement l'Amérique du Nord? C'est-à-dire, ta question, j'ai pas bien compris. Euh, ton livre aborde plusieurs personnalités à travers le monde. Euh, Ma question, c'est de voir quel lien on pourrait faire entre les contenus, ou pour poser la question d'une manière différente. Comment est-ce que la situation en France ou en Europe diffère-t-elle de la situation en Amérique du Nord? Alors, bon, pour le cas du Canada, alors j'ai pas vécu en Ontario, mais j'ai vécu à Montréal, justement à l'époque du débat sur le mariage pour tous. Donc, j'ai vu le gap de sociétal, on va dire, sur ces questions-là. Au Canada, la question du mariage pour tous en 2013, en tout cas, quand ça se débattait en France, ne l'était plus depuis plusieurs années. La question de l'adoption non plus. Donc, sur ce sujet précis, en tout cas, bon, au-delà de la souffrance que j'éprouvais, de la violence que c'était de voir ces débats s'étaler dans les médias toute la journée en France, et de voir nos vies exposées comme ça, c'était extrêmement violent. Je vivais dans un contexte, dans un pays, dans une région du monde où ces questions-là n'étaient plus des sujets réellement. Donc, on peut faire des parallèles parce que l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, le Canada comment dire, sont liés par potentiellement une histoire, par des relations commerciales, internationales, politiques, etc. Les choses sont quand même spécifiques dans différents pays, parce on reste des pays quand même extrêmement différents. En revanche, mon ressenti, c'est que d'un point de vue législatif, en tout cas, on va parler juste d'un point de vue législatif, j'ai le sentiment que le Canada a un temps d'avance sur la France, que certains pays en Occident, en Europe, ont un temps d'avance sur la France. Et je crois que c'est l'ILGA qui, chaque année, classe les pays européens en fonction de l'état des droits LGBTQI+, dans les différents pays. Et bon, il y a des pays qui sont souvent en tête, comme Malte, par exemple, et des pays comme la France qui ne cessent de perdre des points et qui ne cessent de reculer chaque année, d'avancer, mais qui ont encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'elles travaillent. Et donc, c'était la liste, les sujets dont je te parlais au début de cette conférence, notamment la procréation médicalement assistée, donc la PMA, pour toutes les femmes.
et les thérapies de conversion, les médications sur les enfants intersexes, etc., etc. Puis, quand on s'est parlé un peu pour préparer aujourd'hui, on se disait aussi que il y avait, quand on parle de communauté en France, c'est souvent perçu comme quelque chose de péjoratif. Alors, les termes qui sont utilisés en France, c'est toujours de parler de communautarisme plutôt que de parler d'approche communautaire. Pourquoi est-ce que c'est important justement d'avoir une approche communautaire? Alors, en France, on est très attaché à alors, un mot dont je cherche encore la définition, mais l'universalisme républicain. Alors, l'universalisme républicain, c'est cette volonté de gommer les identités et les particularités de chacun de chacune, non choisies, très, très, très généralement, et de vouloir nous faire vivre tous sous le même drapeau, la même devise, et en considérant qu'en gommant nos particularités, nos spécificités, ce que nous sommes, on aura accès aux mêmes choses, on aura tous l'accès aux mêmes choses. Bon, ça marche pas en réalité, hein. Plot twist, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Cet universalisme-là, il est défini de différentes façons par beaucoup de personnes, notamment politiques. Et puis, en fait, derrière, on mêle la laïcité, bref, on mêle tout un tas de choses qui hystérisent vraiment le débat médiatique et politique. Donc, ça ne fait rien avancer. Et en tant que personne gay française, j'ai grandi avec cette notion de l'universalisme républicain et donc avec ne pas avoir de signes ostentatoires religieux. Donc, on met ce qu'on veut derrière le mot ostentatoire, mais dans la loi, c'est écrit comme ça. À l'école, dans l'espace public, avec voilà, tout un tas de choses comme ça avec lesquelles j'ai grandi et qui m'ont moi-même, que j'ai dû déconstruire moi-même pour pouvoir accepter le fait que la communauté gay et queer, plus tard, n'étaient pas que des choses, n'étaient pas à diaboliser, en fait, n'étaient pas des espèces de sectes complètement fermées qui lobotomisaient le cerveau des personnes qui y rentraient. Et j'exagère clairement à peine en disant ça. Au contraire, moi, j'ai découvert, quelques années après mon coming out, à quel point la communauté, c'était un espace d'accueil, un espace bienveillant, un espace sécuritaire, un espace qui questionnait nos identités dans l'espace public et dans la vie publique et dans la vie de façon plus large. Que la communauté, c'était aussi et surtout un espace dans lequel on pouvait se sentir vivant, se sentir pleinement soi, se sentir libre d'être. Voilà, tout simplement. Et pour moi, ça a été précieux, ça a été libérateur et ça m'a sauvé, je crois. Et j'en ai beaucoup voulu à ce prétendu universalisme français qui se répand beaucoup, parce que finalement, on m'a empêché en quelque sorte d'avoir accès à cela. Et aujourd'hui, je revendique le fait d'appartenir à une communauté. Je fais beaucoup de pédagogie autour de moi parce que j'ai pas que des potes queer qui comprennent pas toujours pourquoi. Je sais pas, moi, il y a des remises de prix queer, il y a des salons de littérature dédiés à la littérature queer, pourquoi on a besoin de célébrer la Pride, etc. Donc, je fais beaucoup de pédagogie et généralement, les gens comprennent parce que je prends le temps, parce que j'ai envie de faire de la pédagogie. Voilà. Tout le monde n'a pas cette patience-là et c'est OK. Mais je suis très fier et très heureux de dire que j'appartiens à une communauté. Est-ce que tu penses qu'on peut imaginer construire à l'inverse un universalisme, ce que j'appellerais universalisme humaniste, c'est-à-dire vraiment s'appuyer sur la dignité, la reconnaissance de la personne humaine derrière chaque personne? Je ne sais pas si ça serait le mot universalisme humaniste, parce que je sais pas, on peut mettre le mot qu'on veut finalement, mais si l'idée c'est de dire on peut construire un projet de société plus juste, plus humain, dans lequel chacun peut être ce qu'il est ou ce qu'elle est, dans le respect de chacun et de chacune. Dans ce cas, si ça s'appelle un universalisme humaniste ou je ne sais quoi, dans ce cas, je suis plutôt pour, je signe. Euh, voilà, je suis évidemment plutôt pour l'idée et tous les combats des militants, militantes féministes, antiracistes, qui luttent sur les questions sociales, pour les questions queer, les luttes environnementales. Notre volonté à tous et toutes, avec nos divergences aussi, c'est de construire un monde plus juste, plus inclusif, plus solidaire, plus ancré dans le réel et qui respecte l'existence de chacun et de chacune et permette aussi à chacun et chacune d'avoir accès aux mêmes choses.
Dans les livres, il y a un certain nombre de personnalités présentées qui ont été à l'origine de la création de magazines LGBTQ+. Quelle est l'importance, selon toi, de rendre visible, on en a un petit peu parlé déjà, mais de rendre visible la communauté LGBT+, et aussi de disposer de médias par et pour la communauté queer? C'est un petit peu ce que je te disais sur la communauté. Par exemple, je suis obligé parfois de justifier auprès de certains de mes amis, que j'adore, hein, cela dit. C'est pas le sujet, mais je suis obligé de leur expliquer pourquoi c'est important d'avoir des médias queer. Je leur pose la question souvent de est-ce que vous voyez beaucoup d'articles qui traitent des questions queer? Alors ils me disent oui, oui, il y en a. Alors c'est pour dire qu'un tel a été agressé, pour dire qu'on veut supprimer le mariage pour tous en France, pour parler de la PMA. Alors je leur dis super, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut parler sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, sur des artistes queer qui font des choses, etc. Et en fait, plus je creuse et plus je discute avec eux, plus je leur fais comprendre qu'en fait, on vit dans un monde qui, d'un point de vue systémique, est fait par et pour les personnes hétérosexuelles et cisgenres. Et que donc, de ce fait-là, tous les médias qui vont être créés, qui vont être lancés pour le grand public, je cite, vont s'adresser euh, au plus grand nombre. Et donc à ce qu'ils vont considérer être la norme, et donc les personnes hétérosexuelles, blanches, cisgenres, valides, bourgeoises, et des hommes en général. Euh, donc ces médias queer, ils sont importants parce qu'ils permettent de donner une place à nos existences, à ce que l'on fait, à ce que l'on est, euh, à nos sujets dans, dans un kiosque, sur Internet, de pouvoir visibiliser ce que l'on fait, de pouvoir aider des artistes queer, des journalistes queer qui ne trouvent pas forcément du travail dans d'autres, qui ne trouvent pas forcément du travail et qui ont du mal à rendre visible leur travail parce qu'on va dire, encore une fois, que c'est trop communautaire. Et donc, on va leur refuser la diffusion de leurs œuvres, par exemple, dans certains médias. Eh bien, les médias queer vont pouvoir prendre le relais, par exemple. C'est aussi important de parler de visibilité, mais comment est-ce qu'on visibilise les personnes LGBTQI+, par exemple, quand on voit que certains médias mainstream, mégenrent des personnes trans, disent des choses odieuses sur le mariage pour tous, sur la PMA, n'utilisent pas les bons termes, ben, ça questionne sur notre place, sur les sujets qui nous concernent dans l'espace médiatique. Et en France, il y a une association qui s'appelle l'AJL, qui est l'AJLGBT, l'association des journalistes LGBT, qui fait beaucoup de pédagogie et qui met à disposition beaucoup de ressources à destination des journalistes pour que les sujets queer soient bien traités et que on arrête de mégenrer des personnes trans, on arrête d'utiliser des mots qui ne sont plus utilisés, qui ne sont plus à utiliser. Et c'est OK de se tromper, hein. Mais voilà, il y a aujourd'hui une organisation de la communauté par la communauté, encore une fois, qui s'auto-organise. C'est important de le préciser. Les médias LGBT en sont un des exemples, qui s'auto-organisent pour porter leur propre parole et pour se dire, bah, en fait, vu qu'on a de place nulle part et qu'on ne nous fait de place nulle part, bah, on va créer nous-mêmes nos propres opportunités, nos propres médias. Et donc, souvent, ce que je trouve assez terrible, c'est qu'on vient nous reprocher ensuite d'avoir des médias communautaires. Mais en fait, les amis, si vous nous laissiez l'espace et la place dans les médias mainstream, on n'aurait pas à créer nos propres médias. Donc, vous ne pouvez pas nous reprocher de répondre à quelque chose qui est en quelque sorte une exclusion et venir nous dire qu'après, vous êtes vous-même exclu. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si c'était très clair sur la fin, mais voilà. C'est absolument. Et quelles sont, selon toi, les formes de militantisme les plus appropriées aujourd'hui? Alors, approprié dans quel sens? Tu veux dire les plus visibles, celles qu'on voit le plus? Appropriées pour faire avancer les droits de la communauté? Je te dirais toutes. En réalité, je crois qu'elles sont toutes valables. Il y a plein de façons de faire avancer les questions LGBT. Il y a des pétitions, il y a du collage de rue, il y a des manifestations, il y a de l'action directe, il y a des blocages, il y a les die-in, comme le faisait ACT UP dans les années 80-90. Puis il y a aussi des blocages, euh, il y en a plusieurs. Voilà, je te dirais qu'elles sont toutes légitimes. Alors après, elles sont utilisées à des contextes bien particuliers. Elles doivent être coordonnées, elles doivent être pensées. C'est pas juste le fait d'agir comme ça, de façon complètement désordonnée. Il faut s'organiser, je crois. Il faut se mobiliser. Et puis, il faut suivre et comprendre pourquoi
on se bat. Et l'histoire LGBTQI+, nous montre aussi la diversité des formes de militantisme et d'engagement, que ce soit à travers les émeutes de Stonewall, qui était une révolte complètement spontanée contre la police, qui faisait une énième descente dans un bar qui s'appelait le Stonewall Inn à New York, les Die-In d'Act Up Paris et New York dont je vous parlais, mais aussi des pétitions comme Magnus Hirschfeld qui faisait des pétitions justement au début du XXe siècle pour justement abroger un article de loi qui pénalisait les relations homosexuelles, des plateformes web, des médias qui ont été créés aussi. Voilà, je pense que tout est tout est valable, voilà, j'ai envie de te dire, et tout fait avancer d'une certaine façon ces questions-là. Je vais inviter les participantes et participants à préparer leurs questions, que ce soit avec la caméra ou dans le chat, mais je vais juste finir avec une dernière question. Est-ce que tu peux, donc là on a parlé des 2 tomes que tu as publiés, 80 portraits LGBT+. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets à venir? Alors, c'est drôle que tu aies posé la question juste avant parce que je travaille sur mon 3e livre, qui est un livre que je coécris avec une amie journaliste qui s'appelle Laura Jeanne Gauthier. On écrit un livre sur l'engagement et la jeunesse, et la jeune génération engagée. On écrit un livre dans lequel on essaie de comprendre qu'est-ce qui crée cette émulation auprès des moins de 35 ans sur les questions d'engagement. Donc, c'est un livre qui devrait sortir au premier trimestre 2022, dans lequel je vais faire quelques illustrations, évidemment. Ça me démangeait trop, mais qui sera principalement écrit. Et puis, j'ai des projets d'illustration, d'exposition pour la rentrée, je l'espère, voilà, qui vont me prendre aussi du temps. Excellent, merci Florent. Je vois une question dans le chat de Laetitia. Est-ce que vous avez eu des role models? Et si oui, lesquels? J'ai pas eu beaucoup de rôle modèles et ça me rend un peu triste d'une certaine façon. Alors, j'ai eu des petits crushs quand j'avais 14-15 ans sur des mecs dans des séries, par exemple, qui me questionnaient, mais je ne peux pas dire que ce sont des rôles modèles. Mais je pense que la première fois qu'en tout cas j'ai vu une représentation de l'homosexualité de façon positive et très empouvoirante, c'était le film d'Harvey Milk qui est sorti en 2009. J'avais 20 ans et pour la première fois, je voyais une fresque historique, un vécu raconté par Hollywood, donc dans une grande industrie, au cinéma, pour tout le monde, la vie de la première personne ouvertement gay à avoir obtenu un mandat électoral. Et pour moi, c'était, après avoir vu beaucoup de films où on représentait les personnes, les hommes gays en tout cas, cisgenres, comme des personnes qui avaient le sida, qui mouraient du sida, qui étaient seuls, qui étaient complètement fous, qui étaient des violeurs, qui étaient pédophiles, bref, des visions extrêmement représentatives. Négativement, ce film-là, en tout cas, a été un premier réveil. J'étais même pas out à l'époque, en tout cas, j'avais pas fait mon coming out, et je me questionnais beaucoup. Et ce film-là a été une belle révélation. Et ce film-là pose encore une fois la question de la représentativité et de se dire la représentation, oui, mais comment? Souvent, dans les industries du divertissement, dans le cinéma, longtemps en tout cas, les personnes queer ont été complètement euh, toujours coincées entre l'injure ou le cliché. C'est-à-dire qu'on était soit insulté, soit caricaturé à l'extrême. Ce que je trouve hyper chouette, c'est que ça change aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment à mon sens, et puis, mais ça change. On regarde aujourd'hui, par exemple, je sais pas moi, des séries comme, je sais pas, je prends Gossip Girl, par exemple, qui est sortie il y a presque 15 ans, qui était une série révolutionnaire, qui était très hétéro, blanche, voilà. Il y a un reboot aujourd'hui de cette série, euh, dans lequel on inclut des personnes non blanches, des personnes queer, lesbiennes, voilà. Il y a aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ça. Et je trouve que c'est ce qui a changé dans les industries du divertissement et dans la visibilité qu'on nous accorde. Alors, pour répondre à ta question, Laetitia, je n'ai pas vraiment eu de rôle modèle en étant plus jeune et je pense que j'en ai souffert réellement. Mais ce film sur Harvey Milk a eu cet effet révélateur et m'a aussi ouvert le champ des possibles.
Une question de Max. Comment votre voyage à Montréal a-t-il influencé votre besoin de dessiner? Il a influencé mon besoin de dessiner parce qu'il a été le révélateur. C'est à Montréal que j'ai commencé à dessiner. Je créais beaucoup plus jeune. J'ai toujours été attiré par les arts de différentes façons. J'ai fait 10 ans de théâtre. Puis c'est quelque chose que j'ai abandonné malheureusement dans mes études supérieures. Et puis en arrivant à Montréal, c'était une période un petit peu compliquée pour moi. Bon, je venais de faire j'avais fait mon coming out un an avant. Je me débattais un petit peu avec mes propres contradictions, avec bon, voilà, la difficulté que j'avais à être pleinement moi-même. Et je vivais dans une colocation à Montréal avec plusieurs personnes, et notamment Elena, qui est une amie que j'aime beaucoup, voilà, avec qui je suis toujours en contact, qui est une artiste incroyable et qui m'avait parlé un jour de la liberté qu'offrait Montréal à la création et aux artistes qui voulaient se lancer, qui était assez propre à cette ville, dans laquelle je ressentais fortement cette énergie. Et puis à la fin de cette discussion, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à gribouiller des choses dans un carnet, j'ai commencé à dessiner, puis je ne me suis pas arrêté. J'ai fini par faire une exposition dans l'endroit dans lequel je vivais 6 mois après. Puis je suis parti et j'ai ramené cette énergie en France et je me suis jamais arrêté depuis. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'on a J'avais des questions supplémentaires? Oui, moi j'avais aussi une question que je pose directement. Est-ce que, Florent, vous pourriez nous parler un petit peu de Marsha P. Johnson, parce qu'on avait aussi envie de partager un peu quelques images du livre. Donc peut-être qu'en même temps qu'on montre les images, vous pouvez un peu nous parler de ce personnage, cette femme. Bien sûr. Alors, Marsha P. Johnson, c'est une femme noire, transgenre, travailleuse du sexe, qui est une activiste qui est surtout connue pour avoir été une des premières personnes à riposter contre la police pendant les émeutes de Stonewall. Alors, Stonewall, qu'est-ce que c'est? J'en parlais rapidement tout à l'heure. C'est euh, un événement assez majeur et marquant dans l'histoire de la communauté LGBTQI+. C'est un événement qu'on a célébré. On a célébré les 50 ans il y a 2 ans. Une nuit de la fin du mois de juin 69, il y a eu une énième descente de police dans un bar gay qui était tenu par la mafia, qui était des bars clandestins, puisque les homosexuels, les personnes trans n'avaient pas le droit de se regrouper, n'avaient pas le droit d'exister, en fait, hein, tout simplement, on va dire. Et donc, dans cette nuit très chaude de juin, on est à New York, dans le village, etc. Les flics descendent, et puis là, ça suffit. Là, les personnes qui sont là disent on en a marre, et donc Marsha P. Johnson, avec Sylvia Rivera et Stormé de Larverie, sont les premières à riposter contre la police, et s'en sont suivies plusieurs nuits d'émeutes en 69. Et donc, cette date-là a marqué le début, on va dire, des droits homosexuels en Occident, aux États-Unis, puisqu'ensuite, chaque année, en juin, ont été organisées des marches, alors qu'on appelait Gay Pride au départ, puis Lesbian and Gay Pride, Lesbian, Gay and Bisexual Pride, et ensuite, aujourd'hui, Marche des Fiertés, puisque évidemment, c'est une marche queer, inclusive, LGBTQI+. Et ce portrait, il est important. Alors, avant de revenir sur sa vie, je fais juste une petite parenthèse. Il est important parce qu'il permet de recontextualiser d'un point de vue historique ce que l'on doit aux personnes transgenres, aux femmes transgenres, travailleuses du sexe, non blanches, racisées, qui ont été les premières, parce qu'elles n'avaient rien à perdre, à riposter contre cette police. Et donc, c'est aussi à elles qu'on doit une grande partie de nos droits. Donc, je crois que c'était un juste retour des choses que de la mettre en première biographie dans ce tome 1. Marsha P. Johnson, elle est aussi connue pour donc avoir milité avec d'autres associations comme le Gay Liberation Front, mais aussi pour avoir monté avec Sylvia Rivera, qui était une autre femme transgenre activiste dont je parle dans mon tome 2, travailleuse du sexe aussi. Elles ont monté les STAR, qui s'appellent alors Street Transvestite, on disait à l'époque, mais c'est Transgender Action Revolutionaries, qui sont des espaces, des maisons dans lesquelles elles recueillaient des personnes queer qui étaient sans abri. Et donc, encore une fois, la communauté queer s'auto-organise, en fait, puisque l'accès à beaucoup de choses très basiques ne leur étaient pas permises et ne le sont pas permises malheureusement aujourd'hui pour beaucoup. Et donc, elles se sont organisées, elles ont monté des espaces et des maisons pour pouvoir accueillir ces personnes queer. Et puis Marsha P. Johnson, c'était aussi une personne très flamboyante,
assez connue par la scène arty underground. Elle a été photographiée par Andy Warhol. Elle avait toujours des tenues, des maquillages, des bijoux. Je vous invite à regarder sur Google quelques photos. C'est une personne qui existait, quoi, qui était là et qui est le P d'ailleurs du Marsha P. Johnson et le P de Pay It No Mind. Donc, ça parle de lui-même. Et puis, c'était une personne qui militait beaucoup, qui organisait beaucoup de marches et qui a beaucoup milité avec ACT UP, par exemple, dans les années 80, lorsque l'épidémie de VIH-Sida est arrivée. Et puis, c'est malheureusement une personne qu'on a perdue trop tôt, son corps a été retrouvé dans l'Hudson River en 92. La police a conclu un suicide, mais tous ses amis savent très bien qu'en fait, il s'agit d'un meurtre, puisqu'elle était depuis longtemps suivie par la mafia et par des personnes qui voulaient la faire disparaître. Et il y a un excellent documentaire que je vous invite à regarder sur Netflix, qui est sur la vie de Marsha P. Johnson, justement, qui est un documentaire avec une activiste trans qui réouvre justement l'enquête sur la mort de Marsha P. Johnson, et ce n'est que lui rendre hommage et justice que de se rappeler de sa vie et de ses combats. Et puis en parallèle de ce qui s'est passé à Stonewall, on peut mentionner aussi l'histoire à Toronto dans les années 70, où il y avait des descentes de police dans les lieux de rencontres gays. Et puis c'est vraiment dans ces années que le mouvement s'est construit aussi. Il y a eu le premier pique-nique gay qui a été organisé sur les îles de Toronto et plus spécifiquement Hanlan's Point, qui est une, une plage gay ou LGBT. Et puis, l'apothéose, ça a été vraiment le début des années 80, quand il y a eu une énorme opération de police qui a été organisée à Toronto, qui s'appelait Operation Soap. Soap, parce que ça visait spécifiquement les saunas gays à Toronto. Et cet événement, en fait, a comme cristallisé le mouvement de libération gay et lesbien, et puis a généré en fait des manifestations dans les rues de Toronto au début des années 80. C'est intéressant aussi de voir les parallèles par rapport à ces histoires qui se sont déroulées dans les mêmes, autour des mêmes années, et puis d'une manière assez similaire en fait. C'est vraiment un mouvement qui s'opposait à la violence de la police envers la communauté. On sait l'influence que les États-Unis ont sur certains pays comme le Canada ou la France, etc. En France, ça n'a pas été aussi marqué, mais il est certain que les émeutes de Stonewall ont, insufflé un vent de liberté et un vent de révolte chez les homosexuels et lesbiennes aussi, plus tard les personnes transgenres, les personnes bi. En France, jusqu'en France, mai 68, qui est un grand moment de révolte étudiante ouvrier, un grand mouvement social, a vu naître à ce moment-là, et notamment au début des années 70, les premières associations de défense des droits homosexuels, comme le Front homosexuel Action révolutionnaire. Il y avait d'autres associations avant, mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'elles ont vraiment été visibles, plus vindicatives, et que beaucoup plus affirmées en tout cas. Tu le disais justement, les influences finalement et les remous de certains pays peuvent en atteindre d'autres. Je vois Maurice Pierre dans le chat qui mentionne que Toronto a ses archives LGBTQIA2S+, et tout un comité de personnes qui se dévouent à mettre de l'ordre et à communiquer les faits correctement, appuyés de documents, photos, images et objets qui se trouvent aux archives. C'est les archives Super. queer de Toronto. Génial. Un commentaire de Ronald. Le titre de la présentation sur l'affiche annonce 40 LGBTQ2S+, qui ont changé le monde. Y a-t-il des personnes des premiers peuples nord-américains, soit des personnes bispirituelles ou deux esprits, dans tes recherches? Alors, c'est un vrai sujet avec mon éditrice. C'est un sujet que je voulais traiter. Alors, la question de la bispiritualité, j'imagine qu'au Canada, c'est un sujet qui est beaucoup plus répandu.
en Occident, ici, c'est beaucoup moins connu. Alors, bon, j'ai parlé de plein de sujets dans mes livres, etc., mais je tenais à en parler. La problématique que j'ai eue, ça a été de trouver des bonnes ressources et des bonnes personnes pour pouvoir parler de ça. Et aujourd'hui, les associations LGBTQI+, telles qu'elles sont faites en France, ne prennent pas tout à fait en compte la bispiritualité réellement dans les cercles revendicatifs. Il n'y a pas, à ma connaissance, et les assos m'ont pas dit, m'ont pas contredit sur l'existence d'associations autour de la bispiritualité et de personnes qui travaillent sur ces questions-là en France. Alors, je sais qu'au Canada, c'est très différent. Je me suis promis que si j'avais un tome 3, j'en parlerai évidemment. Mais à mon regret, il n'y a pas de personnes bispirituelles dans mon livre. Mais ça a été aussi une précaution que je voulais de ne pas dire n'importe quoi et de ne pas juste mettre une personne bispirituelle pour le principe, quand bien même ce sont des vécus qui sont extrêmement riches. Mais je ne me sentais pas ni la ressource que j'avais autour de moi et les personnes autour de moi nécessaires pour en parler, ni moi la connaissance suffisante pour traiter de ce sujet. Et je ne voulais pas offenser évidemment les personnes concernées, donc j'ai préféré ne pas le mettre. Mais si vous avez de la ressource, d'ailleurs, je suis preneur pour en savoir davantage. Est-ce qu'on a d'autres questions? Des personnes qui souhaiteraient ouvrir leur micro ou poser une question dans le chat? Bah, moi, je pense qu'en tout cas, on arrive à 14 heures et la fin de la conférence arrive très bientôt. Je voulais quand même vraiment vous remercier. Je voulais aussi rappeler que si vous souhaitez en apprendre plus sur certaines grandes personnalités du mouvement LGBTQ+, on va faire notre exposition virtuelle avec quelques personnalités choisies par Florent à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Donc, vous aurez chaque jour 2 personnalités. Et je vous invite vraiment à aller lire les explications parce que c'est vrai qu'il y a une vraie méconnaissance et très peu d'informations. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'avais aussi envie de le noter parce que c'est vrai qu'on est toujours connecté à l'actualité. Et là, en ce moment, en tout cas, même en Amérique du Nord, on est touché un peu par l'euro et par les questions qui viennent de se poser sur le terrain de foot qui devait être aux couleurs du drapeau LGBT qui n'a pas été accepté par l'UEFA. Et c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup d'homophobie dans le milieu du football et dans le milieu du sport d'une manière générale. Et c'est vrai que c'est là que même si on voit qu'il y a eu des progrès incroyables de fait pour notre génération, je pense qu'on est après la même génération, on voit qu'il y a encore énormément de travail à faire. Et c'est pour ça que le mois des fiertés reste vraiment très, très, très important et qu'il est important d'en parler aussi aux communautés qui ne sont pas touchées, donc aller plus loin vers le public plus large. Et voilà, donc je vous laisse terminer, mais en tout cas, c'était une pensée que j'avais envie de mettre ici parce que c'est un peu choquant ce qui se passe encore toujours dans le milieu du football. Voilà. Et Laetitia, merci. Et effectivement, je rajoute que le mois des fiertés est un mois important et précieux pour visibiliser nos vies, nos vécus et nos combats. Mais on existe aussi les 11 autres mois de l'année. Et c'est important aussi de soutenir les personnes LGBTQI+, le reste du temps. Quand bien même, on est très heureux d'avoir cette fenêtre au mois de juin, mais on vit aussi les 11 autres mois de l'année. Hop. Eh bien, alors, ça va être, je ne sais pas si tu as encore un mot pour la fin, Arnaud, mais sinon, je te laisse prendre la parole. Mais en tout cas, sinon, je voudrais vraiment vous remercier tous. Merci d'avoir participé à cette conférence. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup, Arnaud. Et si vous souhaitez en apprendre plus, évidemment, on vous mettra le lien du livre de Florent. Peut-être qu'on espère qu'il sera traduit en anglais bientôt pour que le public anglophone puisse aussi avoir accès à ce livre. Et voilà, je vous remercie. Et puis, je vous donne rendez-vous sur notre Instagram pour découvrir l'exposition dès aujourd'hui. Et merci à tous et bonne journée. Voilà. Merci à vous pour votre accueil. Et Merci, belle journée à Laetitia. tout le monde à Toronto. Merci. Bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.